Quand le monde croyait le Burkina Faso épuisé de toute surprise, une déflagration politique a traversé le Sahel et fendu les certitudes. En moins de 2 ans, un pays enclavé a transformé ses prisons en casernes, libérant 15 600 hommes pour défendre une terre qu'ils avaient perdue. Que révèle vraiment cette mutation où Ibrahim Traoré transforme les coupables d'hier en gardiens de demain? Sous le sable et la peur, mais c'est la peur. C'est la justice elle-même qui semble avoir changé de visage. Ce qui commence à Ouagadougou n'est pas un simple programme militaire. C'est une promesse de renaissance. Ibrahim Traoré parie sur une idée audacieuse, que la dignité peut naître là où la société voyait la honte. Le risque est immense. Transformer des prisons en bataillons, c'est défier des siècles de doctrine coloniale et d'équilibre international. Mais l'enjeu dépasse les murs du Burkina Faso. Si cette expérience réussit, elle pourrait redéfinir la justice, la souveraineté et le rapport de l'Afrique au pouvoir. Pour la première fois, un État ose déclarer que la rédemption n'est pas une grâce, mais une fonction nationale. Dans ce pari, chaque homme libéré devient une statistique vivante, un chiffre contre la dépendance, une preuve contre la fatalité. Et si ces 600 hommes, jadis enfermés, incarnaient le test suprême d'un continent cherchant à se reconstruire sur ses propres cicatrices, en moins de 24 mois, le Burkina Faso a repris plus de 92% de son territoire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les villages autrefois livrés à la terreur entendent de nouveau les tambours du soir. Derrière ce chiffre spectaculaire se cache un renversement de logique. La sécurité ne vient plus de l'extérieur, mais des marges de la société elle-même. Là où l'Occident voyait des criminels, le capitaine a vu des hommes inutilisés, capables de servir plutôt que d'être punis. Depuis des années, le Sahel n'était qu'un échiquier de puissances étrangères. Les armées venues de Paris ou de Washington promettaient la stabilité, mais laissaient derrière elles des tombes et des dettes. Quand ces forces se sont retirées, elles ont laissé un vide que la peur remplissait. Traoré a compris que ce vide pouvait devenir un champ de bataille idéologique, ou bien dépendre encore, ou bien se défendre seul. C'est dans cet esprit que naît le programme Combat Prison Unit. Les prisons, autrefois symboles de défaite sociale, se sont muées en centres de recrutement. Les mêmes murs qui enfermaient la misère abritent désormais la reconstruction. Chaque nom sur la liste, 600 au total, représente un fragment d'une nation qui refuse de s'éteindre. Ces hommes ont été triés, instruits, habillés, leurs identités effacées pour renaître dans la discipline. Dans les camps de Pau et de Koudougou, ils apprennent à marcher, tirer et penser sous un même drapeau. Ce bouleversement a stupéfié les chancelleries. Pour certains analystes, c'est du populisme. Pour d'autres, c'est un réalisme révolutionnaire. Mais pour ceux qui vivent au Sahel, c'est un souffle nouveau. Le pays, jadis un simple point sur la carte, devient le miroir d'un continent qui redécouvre sa fierté. Une question se pose alors. Combien de nations oseront, après le Burkina Faso, emprunter le chemin tracé par Ibrahim Traoré? Au cœur de cette métamorphose se dresse une figure paradoxale. Un soldat taciturne, mais un stratège intuitif. Pour ses partisans, il incarne la revanche des humiliés. Pour ses détracteurs, un risque calculé à la limite du chaos. Dans les premiers mois du programme, ses visites surprises dans les camps ont marqué les esprits. Il parlait peu, observait beaucoup, notait tout. Son mot d'ordre était clair. Ceux qui ont chuté seront nos murs les plus solides. L'impact s'est fait sentir rapidement. À Kongoussi, des ex-détenus formés au maniement des armes ont sécurisé la route menant au marché. À Thomas, d'anciens maçons ont reconstruit les avant-postes détruits. Les habitants les appellent désormais les fils du retour. Ce glissement symbolique, de la honte à la défense, a généré une onde de fierté rarement vue depuis les années Sankara. Mais cette transformation ne s'est pas limitée au domaine militaire. Le gouvernement a lancé des ateliers civiques, alphabétisation, droit coutumier, gestion collective des récoltes. Chaque module visait à réinscrire ces hommes
dans le tissu national, à les transformer en citoyens capables non plus d'attendre, mais d'agir. Les observateurs étrangers ont reconnu la cohérence d'un projet qui mêle morale, discipline et utilité publique. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'était pas d'imiter un modèle extérieur, mais d'en forger un qui rende la dignité mesurable. Et si le véritable pari du Burkina Faso résidait moins dans sa puissance militaire que dans la réhabilitation des invisibles? Tout a commencé un matin brûlant à Ouagadougou. Les ministres, réunis dans la salle austère du Conseil de sécurité, ont entendu Ibrahim Traoré prononcer une phrase qui allait redessiner le pays. Compiler chaque nom, chaque homme emprisonné pour la faim, la pauvreté, la survie. Leur place n'est plus derrière les barreaux. Ce fut l'ordre fondateur, un séisme administratif et moral. En quelques jours, la bureaucratie s'est mise en branle. Les gardiens de prison reçurent dans des listes de transfert signées en haut lieu. Les cellules s'ouvrirent dans le silence. Des uniformes neufs furent distribués. Certains pleuraient, d'autres restaient figés, incapables de croire qu'ils allaient défendre la terre, qu'ils avaient trahi. Les médias d'État parlaient de récupération nationale. À l'étranger, on évoquait une dérive populiste. Le premier convoi partit vers le centre d'entraînement de Pau. Les 1500 hommes, âgés de 18 à 45 ans, arrivaient par vagues. Maçons, vendeurs, mécaniciens, cultivateurs. Sous le soleil, ils troquaient la honte contre l'ordre. Un sergent leur criait « Vous paierez votre dette en service, pas en silence !» Chaque pas dans la poussière devenait une syllabe du nouveau récit national. Ce bouleversement a provoqué un scandale. Des chancelleries exigèrent des rapports, des ONG réclamèrent des garanties. Traoré répondit sans détour. La justice coloniale punit, la justice africaine répare. Cette phrase devint le slogan officieux du programme Combat Prison Unit. Peu à peu, la stupeur céda la place à la curiosité, puis à une admiration contenue. Au fil des semaines, les entraînements se sont intensifiés. Les anciens détenus couraient à l'aube, apprenaient le maniement des armes, l'histoire du continent, la philosophie de la souveraineté. Les instructeurs les surnommaient les fils de la rédemption. Un soir, sous la lumière vacillante des lampes, un commandant murmura « Chaque homme ici est une cicatrice devenue épée. » Puis vint le moment décisif. À la fin du deuxième mois, les premières unités furent envoyées dans le nord reconquis. Les embuscades diminuèrent, les routes allaient s'ouvrir. Les villages recommencèrent à chanter. Ce qui devait être un chaos devint un ordre. Le monde observait, attentif. Les analystes cherchaient la faille, les diplomates le message. Mais au Burkina Faso, la transformation semblait irréversible. Les prisons, jadis pleines d'hommes brisés, avaient donné naissance à une armée disciplinée. Ce n'était plus une simple mesure d'urgence, mais une révolution durable. Et dans chaque camp, un nom résonnait comme une prière et un avertissement. Ibrahim Traoré. Sous son impulsion, les chiffres racontent une histoire aussi implacable que les discours. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a regagné 92% de son territoire, autrefois sous influence djihadiste, avant 2022. Les attaques hebdomadaires dépassaient la centaine. Aujourd'hui, leur moyenne s'établit autour de 45, selon les relevés du ministère de la Défense. Cette baisse de plus de 50% n'est pas seulement militaire. Elle reflète la reconquête du moral collectif. Les économistes locaux notent un autre changement majeur. Là où le budget de la sécurité absorbait jadis 38% des ressources, il s'est stabilisé à 29%, signe que les forces formées localement coûtent moins cher que les contingents étrangers. Parallèlement, la production agricole nationale a augmenté de 17% depuis le redéploiement des unités CPU dans les zones fertiles. Ces hommes, après le combat, protègent les récoltes et remettent les terres en culture. Chaque hectare repris à la peur devient une statistique de souveraineté. Les experts en sécurité régionale soulignent un détail frappant.
Sur les 600 membres du programme, plus de 200 ont suivi une formation complète en 3 mois, soit un taux d'intégration de 72%, inédit dans la région. Le coût moyen par recrue, incluant la rééducation, l'équipement et la formation, s'élève à 1 200 $, 3 fois moins que celui d'un soldat issu d'un programme étranger de maintien de la paix. Chaque dollar dépensé devient une preuve arithmétique que la souveraineté peut être rentable. Mais au-delà des chiffres, c'est un choix philosophique qui se dessine. Ibrahim Traoré répète que le budget le plus coûteux est celui de la dépendance. Les statistiques appuient sa vision. Le pays a réduit de moitié ses importations d'équipements militaires européens, tandis que les partenariats africains se multiplient. Dans le même temps, les dépenses d'éducation civique ont doublé, reflétant une réallocation des ressources vers la formation idéologique. Un indicateur discret, mais symbolique, retient l'attention. La population carcérale, autrefois de 19 000 personnes, est tombée à 3 200. Ce recul de crin marque la fin d'un cycle d'enfermement hérité de l'époque coloniale. Les prisons ne saignent plus l'argent public. Les villages ne saignent plus leurs fils. La statistique devient morale. Une cellule vide vaut une vie debout. Les sceptiques objectent que ces chiffres, issus en partie de sources internes, pourraient être contestés. Mais même les observateurs neutres reconnaissent une transformation tangible. Moins d'attaques, plus d'écoles rouvertes, davantage de marchés nocturnes. Les données deviennent un miroir. La rédemption, jadis un sentiment, s'est faite métrique. Ibrahim Traoré a bâti sa légitimité sur ces nombres, non pour les glorifier, mais pour prouver que la foi en l'homme peut se quantifier. Dans les tableaux du ministère, chaque ligne raconte une histoire rachetée. Chaque courbe transforme une prière en équation. Et lorsqu'on compare la carte du pays à celle d'il y a 2 ans, la différence est frappante. Là où les points rouges signalaient la peur, s'étend aujourd'hui une vaste tache d'espoir. Pourtant, les critiques ne manquent pas. Les chancelleries occidentales dénoncent une militarisation de la pauvreté. Les ONG craignent une armée d'anciens criminels incontrôlables. Derrière ces critiques, une même inquiétude, qu'un modèle africain d'autonomie puisse exister sans tutelle extérieure. Mais les défenseurs de Traoré s'appuient sur des faits concrets. Face à l'argument du risque sécuritaire, ils répondent que l'armement des ex-détenus n'a provoqué aucun incident majeur. Les unités CPU affichent un taux de discipline de 97%, vérifié par les observateurs de la CEDEAO. Les rares infractions, vols, indiscipline, abus, ont été jugées par des tribunaux mixtes civils et militaires. Loin du chaos prédit, le système repose sur la responsabilité collective. Face à l'argument de l'idéologie, les sceptiques redoutent un endoctrinement politique sous couvert de patriotisme. Pourtant, les programmes d'éducation civique enseignent la souveraineté, non la dévotion. Les cours incluent l'histoire précoloniale, la philosophie de Sankara et les bases du droit humanitaire. Les CPU ne sont pas des milices partisanes. Ils incarnent des gardiens de la dignité. Le raisonnement des partisans repose sur une logique implacable. L'Afrique n'a pas à choisir entre punir ou subir, mais à transformer la faute en force. Ibrahim Traoré affirme que la dépendance est le véritable crime d'État, et si la rédemption devenait une politique publique. Cette controverse révèle une fracture plus profonde. Les modèles importés face aux expériences enracinées. L'Occident y voit un danger, le Sahel une opportunité. Ce désaccord mesure l'ampleur du changement en cours. Le raisonnement le plus solide en faveur de Traoré est simple. Plutôt que d'emprunter des doctrines, le Burkina Faso en forge une. Même ses opposants reconnaissent que, pour l'instant, cette forge tient bon. Rien ne se perd, tout se réarme. Ces mots, prononcés par Ibrahim Traoré lors d'un discours discret au camp de Pau, ont marqué un tournant. Ce n'était plus une simple réforme, mais une inversion du pouvoir symbolique. Les exclus devenaient la frontière, et les frontières incarnaient un peuple enfin debout.
Une révélation émergea d'un document interne du ministère. Le programme CPU, conçu pour la défense, deviendrait aussi une structure civique permanente. Chaque détachement devait consacrer 20% de son temps à la reconstruction, routes, écoles, puis. Cette clause, presque passée inaperçue, redéfinissait la guerre elle-même. Combattre ne suffisait plus. Il fallait rebâtir. Dans cette logique, l'ennemi changeait de nature. Ce n'était plus seulement l'envahisseur ou le terroriste, mais la résignation. Les CPU ne portaient pas seulement des armes, mais un sens. Et quand le soleil se levait sur les plaines du Sahel, ces hommes marchaient non vers la guerre, mais vers une nouvelle idée de paix forgée dans la poussière. Les effets de ce programme se sont propagés comme des ondes à travers la société burkinabé. Pour les agriculteurs, le changement est tangible. Dans les provinces du Nord, les villages autrefois désertés par la peur ont vu leurs champs reverdir. Les CPU ont sécurisé les semailles, rouvert les routes vers les marchés et escorté les convois de céréales. Résultat, la production de maïs et de mil a bondi de 22% en un an, selon le ministère de l'Agriculture. Pour les paysans, la rédemption n'est plus une idée morale, c'est une récolte concrète. Pour les entreprises locales, la transformation est tout aussi remarquable. Les chantiers abandonnés ont repris, soutenus par les contrats d'entretien des camps et les programmes de reconstruction. Des coopératives se sont formées autour des ateliers de réparation et de couture militaire, recyclant les uniformes usés. Cette économie du redressement a généré près de 12 000 emplois directs ou indirects. Les entrepreneurs parlent désormais d'une croissance de résistance, un modèle où la souveraineté devient un actif économique. La diaspora, longtemps silencieuse, redécouvre le pays sous un nouveau jour. Les transferts de fonds ont augmenté de 30% au premier semestre, devient pas encore beaucoup de Burkinabés vivant à Abidjan, Dakar ou Paris. L'image de la patrie n'est plus celle d'un pays assisté, mais d'une terre debout. Des initiatives de formation en ligne, financées par des collectifs de la diaspora, soutiennent la réinsertion des anciens détenus après leur service militaire. Le lien symbolique entre ceux qui sont partis et ceux qui se relèvent s'est resserré. Dans la région ouest africaine, la doctrine Traoré agit comme un catalyseur. Au Mali et au Niger, des voix s'élèvent pour réclamer des programmes similaires. Les analystes parlent d'un effet CPU, une relecture du concept de justice postcoloniale. L'Union africaine observe avec attention, consciente que ce modèle, s'il se consolide, pourrait redéfinir l'architecture sécuritaire du Sahel. Les chancelleries européennes, elles, oscillent entre méfiance et fascination. Comment une petite nation a-t-elle pu inverser, en 2 ans, un siècle de dépendance? À Ouagadougou, le gouvernement reste prudent. Ibrahim Traoré sait que chaque succès chiffré cache une fragilité. Le pays demeure sous surveillance, ses frontières sous tension, et les drones étrangers rôdent toujours. Mais dans les marchés et les écoles, une autre voix murmure « Nous avons repris ce qu'on nous avait pris ». Cette phrase, plus que toutes les statistiques, résume la portée réelle de la transformation. La justice s'est incarnée dans le quotidien, et la souveraineté est devenue une habitude. À l'horizon, 3 chemins se dessinent pour l'avenir. Dans un premier scénario, le Burkina Faso opte pour une stabilisation prudente. Les unités CPU maintiennent leur position dans le nord et le centre, tandis que les opérations de développement civique se multiplient. L'État investit davantage dans la formation logistique et l'encadrement administratif. Les partenaires africains, notamment le Mali et le Niger, signent des accords de coordination. La priorité de Traoré est alors la durabilité. Transformer l'élan révolutionnaire en institution stable. Le pays entre dans une phase d'équilibre fragile, mais réelle. Dans un scénario plus ambitieux, les résultats transcendent les frontières. Les CPU deviennent un modèle régional, adopté par d'autres États du Sahel. Les échanges de compétences se multiplient, les flux économiques s'intensifient et la diplomatie burkinabé gagne en influence. Le Burkina Faso devient le cœur d'un réseau de souveraineté partagée, porté par une jeunesse panafricaine galvanisée. Le pari de Traoré serait alors pleinement validé.
la rédemption comme levier de puissance. Mais un scénario plus sombre existe aussi. Des tensions internes pourraient surgir. Les frictions entre militaires et civils s'aggraveraient. Certains CPU pourraient se déraper et les puissances étrangères exploiteraient ces failles. Une erreur de commandement, une infiltration ou une manipulation extérieure suffirait à raviver la méfiance internationale. Si la discipline vacille, le programme pourrait être retourné contre lui-même, ranimant les discours sur l'instabilité africaine. Dans chacun de ces chemins, une vérité demeure. La souveraineté ne s'écrit pas dans les traités, mais dans la vigilance. Pour Traoré, le défi est d'équilibrer la force et la mémoire. Une révolution ne se maintient pas par les armes, mais par la cohérence. Si le Burkina Faso franchit les 12 prochains mois sans céder à la peur ni à la fatigue, la doctrine CPU cessera d'être une expérience. Elle deviendra une école. Dans les marchés et les écoles rouvertes, le changement se lit dans les regards avant de s'écrire dans les lois. Pour les jeunes, le parcours d'Ibrahim Traoré est un miroir inversé. La preuve qu'un individu peut remodeler une nation sans attendre la permission du monde. Dans les universités, les débats sur la souveraineté remplacent ceux sur l'exil. Des étudiants, parfois sans avenir certain, citent le capitaine comme un symbole d'autonomie conquise à main nue. Les mères, elles, vivent ce changement différemment. Elles se souviennent du jour où leurs fils, hier emprisonnés, ont revêtu un uniforme. Certaines ont pleuré, d'autres ont prié, mais toutes ont compris qu'une nation renaissait dans le risque. Les associations locales organisent des collectes pour les familles des soldats CPU, transformant la solidarité en devoir civique. Dans les quartiers populaires, on raconte que les chaînes brisées des prisons servent désormais à forger des outils agricoles. Pour les travailleurs, ce mouvement inspire une fierté silencieuse. Les ouvriers qui réparent les routes reconnaissent leurs voisins, leurs cousins, dans les convois militaires. Cette continuité sociale, inédite, réduit la distance entre le peuple et le pouvoir. L'État, autrefois perçu comme lointain, devient le prolongement d'un effort collectif. C'est là que réside le génie de la doctrine Traoré. Transformer la politique en expérience vécue. Le spectateur n'est plus un simple observateur, il devient un acteur. Quand la nuit tombe sur Ouagadougou, les gens ne parlent plus d'attente ou de résignation, mais de contribution. La révolution se mesure désormais au nombre de mains calleuses, prêtes à construire plutôt qu'à fuir. Mais Ibrahim Traoré sait que l'enthousiasme ne suffit pas. Il faut une méthode. Le succès du programme CPU repose sur une feuille de route en 5 étapes, fondée sur la rigueur, la coordination et la patience. Tout d'abord, la consolidation administrative. Chaque unité CPU est enregistrée dans une base centralisée, avec une traçabilité complète des recrues, des grades et des affectations. Un audit indépendant, prévu tous les 3 mois, garantit la transparence essentielle à la crédibilité du modèle. Ensuite, la formation continue. Les anciens détenus suivent des modules de recyclage civique et technique, mécanique, agriculture, sécurité communautaire. L'objectif est clair, permettre à 60% d'entre eux de réintégrer la vie civile d'ici 12 mois, avec des compétences productives. Puis vient l'intégration communautaire. Chaque bataillon parraine un village ou un district, participant à la construction d'écoles et à la sécurisation des points d'eau. Cette approche fait de la défense un service public, une logique que Traoré veut ancrer durablement. La diplomatie régionale suit. Le Burkina Faso coordonne ses actions avec le Mali et le Niger dans un cadre commun de défense mutuelle. Une doctrine conjointe de sécurité pour le Sahel est en cours de rédaction, signe que l'expérience burkinabé devient un modèle exportable. Enfin, la pérennisation idéologique. Des centres de formation civico-militaire seront créés pour enseigner la doctrine de la rédemption. Traoré y voit un outil de stabilisation morale. Un État fort doit produire non seulement des soldats, mais des consciences. Cette feuille de route, audacieuse mais rigoureuse, trace la frontière entre l'utopie et la stratégie. Si elle réussit, elle transformera une révolution
en un système durable, un modèle où la foi devient gouvernance. Le crépuscule tombe sur le Sahel, et la poussière dorée d'Ouagadougou se mêle à une lumière nouvelle. Parmi les silhouettes alignées sur la place d'Armes, certains reconnaissent encore les visages d'hommes jadis condamnés. Désormais, ils marchent droit, portant à la fois leur faute et leur rédemption. Ibrahim Traoré les observe sans discours, avec ce regard calme de ceux qui savent qu'une idée a pris racine. L'un d'eux, un ancien maçon, reconstruit le mur d'une école qu'il avait aidé à détruire des années plus tôt. Il est le symbole vivant de ce renversement. Là où les chaînes enfermaient la honte, elles servent désormais à dresser des fondations. Le Burkina Faso tout entier devient ce mur reconstruit, une mosaïque d'erreurs réparée par la volonté. Et quand les tambours résonnent au loin, une rumeur traverse la nuit. Nous étions les oubliés, nous sommes les gardiens. Le pays n'a pas simplement retrouvé la paix, il a retrouvé un sens. Dans chaque souffle du vent, une vérité murmure. La liberté ne s'enseigne pas, elle se forge. Le Burkina Faso ne cherche pas des admirateurs, mais des témoins actifs. Sous la main d'Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est plus une idée abstraite, mais une pratique quotidienne. Protéger, produire, participer. Chaque citoyen, chaque Africain même, devient partie prenante d'un récit commun où la dignité se mesure aux actes, non aux discours. La question n'est plus de savoir si cette révolution est parfaite. Aucune ne l'est, mais si elle mérite d'être comprise avant d'être jugée. Car ce qui se joue à Ouagadougou dépasse ses frontières. C'est la réécriture de la justice et du courage à l'échelle d'un continent. Le monde observe, hésitant entre critique et admiration. Mais l'histoire, elle, n'attend pas la permission. Et vous, que ferez-vous de cette leçon africaine? La regarderez-vous comme une curiosité lointaine, ou y verrez-vous un miroir de la volonté humaine de se relever? Le choix appartient désormais à ceux qui écoutent.